Cette vidéo est sponsorisée par InstaDrive. Vous voulez passer à l'électrique, mais vous trouvez que c'est trop compliqué et vous ne voulez pas vous engager sur le long terme. Il existe une solution qui pourrait bien vous simplifier la vie. InstaDrive, ce sont de nombreuses marques de voitures électriques disponibles sur leur site internet. Vous n'avez qu'à configurer votre usage, choisir votre véhicule et vous avez un prix ainsi qu'une disponibilité de votre future auto. Plus besoin de contacter de multiples interlocuteurs, de gérer le financement, l'entretien ou l'assurance. InstaDrive s'occupe de tout pour vous. De 12 à 72 mois avec ou sans apport, votre voiture s'adapte à vous en toute simplicité. Et si elle vous plaît vraiment, vous pouvez prolonger la location à des tarifs encore plus avantageux. InstaDrive, ce n'est pas du leasing, c'est de leasing. La location en toute simplicité. De nombreux clients ont déjà plébiscité InstaDrive en Allemagne et en Autriche. C'est maintenant au tour de la France de bénéficier de ces services. N'hésitez pas à faire votre configuration en cliquant sur le lien que vous trouvez en description de mes vidéos. Avec le code Choucroute5000 en majuscule sans espace, vous bénéficiez de 5000 km supplémentaires gratuits sur la durée de votre contrat de location. Et maintenant, place à votre épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage. On le sait, l'Europe est très à cheval sur la sécurité, mais aussi sur l'égalité de la concurrence entre les entreprises. C'est ce second principe qui empêche l'une des caractéristiques essentielles des Tesla d'être mise à la disposition du marché européen. Et c'est bien dommage. Deux petits messages avant de commencer cette vidéo. Le 10 juin prochain, Bourgogne VE organise un événement exceptionnel. Le Bourgogne Electric Show. De 14h à minuit, vous pourrez découvrir des autos électriques, faire des baptêmes et échanger avec les propriétaires présents. Le clou du spectacle sera le Light Show organisé à la nuit avec tous les véhicules électriques présents. Et oui, il y aura même des motos. Franchement, si vous êtes dans le coin, allez voir, c'est super sympa. Et si vous avez un véhicule électrique, inscrivez-vous pour participer au Light Show. C'est obligatoire, mais c'est gratuit et ça promet un beau son et lumière. Toutes les infos sont dans le lien en description. En second lieu, j'insiste encore une fois sur les abonnements. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, le faire me permet de faire progresser le nombre d'abonnements jusqu'à atteindre les 100 000 abonnés qui assureraient la survie à long terme de la chaîne. Un abonnement, ça ne coûte rien et ne vous engage à rien. Et en plus, cela vous permet de soutenir mon travail. Merci d'avance. Citez-moi une caractéristique des Tesla américaines qu'on n'a pas en Europe et qu'on n'aura sans doute jamais. Je vois que beaucoup d'entre vous pensent à la conduite autonome FSD. S'il est vrai que le chemin est encore long pour que l'Europe accepte le système sur le vieux continent, le processus d'homologation n'en est pas moins en route. Je pensais plutôt à une petite chose qui change pas mal la vie des électromobilistes américains et qui pourrait bien se généraliser là-bas. J'ai nommé la norme de charge North American Charging Standard, plus connu sous le nom de port de charge Tesla. Là-bas, la guerre fait rage entre le Combo Charging Standard, ou CCS1 américain, et le format inventé par le constructeur californien, ou maintenant texan. Le premier commençait à prendre l'ascendant, mais depuis l'annonce de Ford qui adopte le NACS Tesla, la guerre pourrait bien être relancée. Nous suivons cette guéguerre de loin, mais ne croyez pas que cela n'a aucun intérêt pour nous, car derrière la prise, il y a toute une technologie qui nous simplifierait bien la vie. En développant son propre système, Tesla a énormément fait avancer la technologie de charge, et celle-ci a bel et bien influencé celle utilisée en Europe. Pour bien comprendre tout cela, faisons un petit historique. Lorsque la voiture électrique moderne est née, il était clair que la charge rapide en serait un élément déterminant. D'un autre côté, on savait également que la majorité des recharges se ferait à domicile, ou sur des bornes de recharge lentes. Les voitures devaient donc disposer de deux modes de recharge, et les constructeurs ont essayé plusieurs choses. Prenons le cas des deux premières voitures électriques vraiment grand public, la Renault Zoé et la Nissan Leaf. Bien qu'appartenant au même groupe automobile, les deux équipes d'ingénieurs sont parties dans deux directions opposées. La Zoé a misé sur la recharge rapide par courant alternatif. Ainsi, son chargeur embarqué s'appuie sur l'électronique de puissance du moteur et même sur le moteur lui-même pour offrir une puissance maximale de recharge de 43 kW pour certains moteurs. Petite précision, Renault est revenu en arrière en adoptant le combo CCS sur les dernières versions de Zoé. C'était plutôt futé mais assez limité pour des puissances plus importantes. Cela permettait toutefois de profiter de bornes peu chères car elles ne doivent pas redresser le courant alternatif en continu.
c'est la voiture qui le fait. Cette option limitée en performance avait donc l'avantage de permettre l'installation d'un réseau de recharge plus rapidement, en plus d'utiliser certaines pièces de l'auto pour plusieurs usages. Tiens, ça me rappelle quelqu'un, ça. De son côté, Nissan a préféré séparer les recharges. Une Leaf est en effet équipée de 2 prises différentes. L'une pour les recharges lentes, actuellement jusqu'à 6,6 kW en monophasé, donc en courant alternatif, et l'autre en courant continu jusqu'à 100 kW. Aux États-Unis, la prise de charge lente est appelée J1772. Elle est remplacée en Europe par une prise de type 2. En revanche, la prise de charge rapide répond à la norme japonaise CHAdeMO. Capable d'accepter une puissance de 100 kW à une tension de 415 volts, la Nissan Leaf fait bien mieux que la Zoe, mais au prix de bornes chères et de connecteurs lourds et complexes. Lorsque Tesla est arrivé sur le marché avec sa Model S, tous ces systèmes ont rapidement pris un gros coup de vieux. La philosophie Tesla voulait que le système soit simple, efficace, mais aussi léger et économe en matériaux, tout en offrant une expérience utilisateur exceptionnelle. Ils ont donc créé un connecteur tout petit, évolutif, et qui utilisait parfaitement le savoir-faire du constructeur. Puis, la norme CCS s'est largement inspirée des travaux de Tesla dans le domaine pour offrir une prise plus simple, et ayant été créée en Europe, on a profité pour s'imposer comme standard sur le vieux continent. Profitant des prises déjà présentes, J1772 et T2, les deux normes CCS sont apparues. CCS1 pour les États-Unis, CCS2 pour l'Europe. Toutefois, elles sont loin d'être aussi simples et efficientes que ce qu'on peut voir dans les connecteurs Tesla. Voyons pourquoi. Dans un port CCS, il y a 2 prises, et derrière la prise, il y a 2 systèmes de charge bien distincts. Un système pour le courant alternatif, un système pour le courant continu. Pour le courant continu, on alimente directement la batterie sans aucun intermédiaire. C'est la borne qui régule la puissance de charge en fonction de ce que demande le BMS de la voiture. Pour le courant alternatif, c'est un peu plus compliqué. Il faut déjà gérer le monophasé et le multiphasé. En effet, il existe de nombreux systèmes électriques avec des normes distinctes. Monophasé avec un neutre et une phase, et multiphasé avec ou sans neutre. Le système américain utilise 2 phases au maximum pour son connecteur J1772. Une version à 3 phases sans neutre avait été prévue, mais cela n'a jamais été mis en application. On a donc 1 ou 2 phases en courant alternatif qui entrent dans le chargeur. Celui-ci redresse le courant pour restituer du courant continu avec lequel on alimente la batterie. J'ai mis les lignes de courant en orange car elles sont quasiment toujours en cuivre. En effet, ce métal conduit bien le courant et permet donc de mettre des fils de section plus petites qu'avec de l'aluminium. C'est pratique lorsqu'on a besoin de place pour passer plusieurs lignes de courant. C'est en revanche bien plus cher et plus gourmand en ressources pour la production. Dans le cas du système Tesla NACS, c'est largement plus simple. C'est une seule et même ligne de courant qui sert aussi bien pour le courant continu que pour le courant alternatif. Voyons comment cela marche. En courant continu, le courant est acheminé par 2 grosses barres en aluminium, l'une pour le plus, l'autre pour le moins. En courant alternatif, elles servent soit pour une phase et le neutre, soit pour 2 phases. Qui peut le plus, peut le moins, et donc le faible courant alternatif peut alors circuler lui aussi dans ces barres. Tesla a placé le chargeur de batterie en parallèle de la ligne de courant et placé une coupure, un interrupteur en quelque sorte. Lorsque du courant alternatif est détecté, la coupure s'ouvre, obligeant ainsi le courant à aller vers le chargeur de batterie. Une fois redressé, ce courant continue son chemin, toujours dans la même ligne électrique que pour le courant continu. Waouh! Ça fait largement plus simple et moins coûteux. Il y a pourtant un twist que j'ai mis un certain temps à comprendre. Tesla annonce en effet que la norme NACS est compatible avec le courant multiphasé, et le triphasé en particulier. Je me suis bien gratté la tête pour comprendre comment Tesla pouvait faire passer 2 ou 3 phases et un neutre dans seulement 2 câbles. Si on a une installation à 2 phases, comme sur le connecteur J1772, rien n'empêche d'utiliser 2 câbles. C'est d'ailleurs ce qui se fait. Mais en triphasé, comment font-ils? Eh bien, la solution est très simple. Ils ne le font pas. En fait, ils utilisent un dispositif pour transformer le triphasé en monophasé. Dans la borne où le chargeur mobile se trouve un transformateur un peu spécial, appelé Scott ou Open Delta. Celui-ci est équipé de 2 enroulements primaires pour les entrées de courant et de 2 enroulements secondaires pour les sorties. On branche alors les phases sur les bornes primaires. L'une des phases est reliée à 2 primaires, c'est le branchement Open Delta. Les secondaires, donc les sorties, sont reliées en série et permettent de récupérer du courant monophasé.
Il suffit alors d'acheminer ce courant dans le chargeur et de concevoir celui-ci pour qu'il puisse transformer le courant obtenu à la bonne tension et au bon ampérage. Dans la voiture, la simplification est manifeste. Moins de câbles, c'est moins d'opérations de fabrication, mais aussi moins d'opérations d'assemblage dans la voiture. Au niveau puissance, les deux systèmes offrent des performances similaires avec des tensions allant jusqu'à 1000 volts, permettant d'accepter toutes les puissances de charge actuelles, en tout cas depuis la dernière version du NACS, publiée il y a quelques mois. D'un point de vue mécanique, le CCS1 se verrouille grâce au connecteur de la borne situé sur la prise au bout du câble, comme pour le CHAdeMO. Le problème, ces dispositifs sont extrêmement sollicités et cassent bien souvent. Dans le NACS, comme c'est le cas pour le CCS2, le verrouillage se fait dans la voiture. Un simple levier vient bloquer le connecteur. Celui-ci est moins sollicité et c'est donc plus fiable. En plus, cela garantit une meilleure sécurité. En ce qui concerne la partie communication entre la borne et la voiture, la comparaison va être vite faite. Les deux systèmes utilisent tout simplement le même protocole. En effet, Tesla avait développé son propre protocole au début. Ils avaient même été jusqu'à adapter les connecteurs de type 2 en Europe pour qu'ils fonctionnent avec lui. En 2019 pourtant, il était devenu évident que le protocole de la norme CCS était viable et utilisable pour toutes les Tesla. Un rétrofit est alors apparu pour les modèles S et X avec un boîtier de communication et un adaptateur CCS permettant de charger partout. L'utilisation du protocole CCS en parallèle de son homologue Tesla n'était pas un problème sur les superchargeurs. Toutes les anciennes Tesla restaient donc compatibles avec le réseau de la marque, tout en gagnant une compatibilité avec tous les réseaux équipés en CCS. Cela a demandé toutefois énormément d'efforts et d'argent à Tesla pour s'adapter à la norme existante. Avec l'ajout récent de la fonction Plug to Charge au CCS, la norme NACS peut désormais être pilotée pour toutes ses applications en utilisant le protocole standard. Côté borne, la seule différence est le câble et la prise, ce qui veut dire qu'on peut passer d'un standard à l'autre, voire mettre deux câbles pour obtenir les deux standards. Et côté voiture, c'est exactement pareil. Voilà qui maximise la compatibilité des systèmes et l'adoption de l'une ou l'autre des normes. Et ça relance encore un peu plus la guerre des standards. Choisir un standard dans l'industrie est très compliqué, car cela implique des conséquences en termes d'image ou d'argent. Celui qui développe un standard prend un avantage concurrentiel certain si celui-ci est adopté par les instances politiques. Sa technologie est en effet parfaitement adaptée à ses produits. L'adoption d'un standard de port de charge est donc stratégique pour une entreprise, et pas seulement dans l'automobile. Apple a laissé passer le coche avec son connecteur Lightning, et c'est bien dommage de mon point de vue. Innovant et pratique, il est bien plus robuste du point de vue mécanique qu'un port USB-C. Pourtant, Apple va être obligé de l'abandonner au profit de la norme générale. Pourquoi ? Eh bien, pour deux raisons principales. Premièrement, depuis sa création, le port Lightning n'a que peu évolué, alors que la norme USB a fait des bonds de géant. Le Lightning marque désormais le pas en matière de performance. Deuxièmement, Apple n'a jamais voulu faire du port Lightning un connecteur standard. La politique de l'entreprise a été toujours de vouloir s'en servir pour verrouiller leur architecture. Et ça, c'était la porte ouverte à une attaque conjointe de ses concurrents. L'idée de Tesla était peut-être similaire au départ pour le port de charge NACS, mais ce qui s'est passé en Europe et en Chine a changé la donne. En 2013, lorsque les premières Tesla sont apparues en Europe, un port de type 2 modifié pour recevoir du courant continu suffisait. Les infrastructures de recharge rapide en courant continu étaient rares, et l'arrivée des superchargeurs donnait l'avantage à Tesla. Toutefois, contrairement aux États-Unis, l'Europe s'est réveillée très tôt et le CCS, porté par la puissance industrielle des constructeurs allemands, a forcé la main des politiques. Tout comme GM d'ailleurs, autre participant à l'élaboration de la norme CCS, qui a pesé de tout son poids sur l'administration américaine. Le CCS est devenu une norme incontournable et Tesla a dû s'y plier sur le vieux continent, gagnant au passage la compatibilité de ses voitures avec tous les réseaux de charge. Mais ça lui a coûté cher en temps et en énergie pour s'y adapter. Aux États-Unis, c'est bien différent. Le réseau Tesla reste le plus gros réseau en place et la flotte des autos de la marque la majorité des voitures électriques en circulation. Tandis que la majorité des constructeurs adoptaient le CCS sur des autos à faible diffusion, Tesla a senti qu'il y avait un risque de voir l'histoire vécue en Europe se répéter. Mais bon, Tesla a toujours ouvert ses brevets à tous. Toutefois, en imposant de mettre le nom de Tesla sur les produits les utilisant. Et c'est parfois bloquant. Donc le constructeur a créé la norme NACS qui n'impose plus d'utiliser le nom de Tesla pour intégrer la technologie à une voiture électrique.
Aptera s'en est saisi en premier, car cela permettait de disposer d'une charge rapide dans une auto petite et légère. C'était certes encourageant, mais pas significatif en termes de volume de vente. Toutefois, il y a quelques jours, la donne a changé. Ford, certes concurrent de Tesla, a décidé d'adopter le NACS pour ses autos. Dès l'an prochain, toutes les Ford seront vendues avec un adaptateur CCS-NACS pour accéder au superchargeur Tesla. C'était déjà possible grâce au Magic Dock, un adaptateur plus qu'ingénieux présent dans certaines bornes du réseau Tesla. Lorsqu'une voiture d'un autre constructeur arrive et que son conducteur active la recharge non Tesla, le Magic Dock se libère lorsqu'on prend la poignée de la prise. Cela permet de se connecter en CCS sans avoir besoin des deux câbles comme sur nos superchargeurs V2 européens. Si c'est une Tesla qui se branche, alors seul le connecteur NACS sort de son logement. Mieux encore, à partir de 2025, toutes les Ford électriques vendues aux États-Unis seront équipées nativement du port NACS et feront l'impasse sur le CCS. Il est probable qu'elles auront, comme pour les Tesla, la possibilité d'avoir un adaptateur NACS-CCS, mais ce ne sera pas toujours nécessaire vu l'ampleur du réseau Tesla. En effet, Tesla et Ford ont passé un accord afin de permettre l'utilisation du même système pour les deux marques, le Plug to Charge. Les propriétaires de Ford auront leur application Ford avec les superchargeurs intégrés comme c'est déjà le cas dans l'application Tesla. Le système sera aussi simple et pratique pour le constructeur de Dearborn que pour celui d'Austin. Lorsque l'on sait que Ford prépare de nouveaux modèles basés sur des principes de simplification similaires à Tesla, nul doute que le NACS vient de trouver un allié de choix pour s'imposer. Avec les prochains F-150 et Ranger Lightning, ce sont les best-sellers du marché du pick-up qui adoptent la norme Tesla. Allez savoir ce qui pourra en sortir et surtout en ce qui concerne l'utilisation des superchargeurs V4 et ses très hautes tensions. Il est possible que d'autres suivent le mouvement, mais rien n'est moins certain. Les deux autres poids lourds de l'industrie automobile américaine, GM et Stellantis, sont toujours attachés au CCS. Le premier, car il fait partie des créateurs du système, et le second, en raison de son implication mondiale. Nul doute que ce dernier groupe veut préserver ses relations avec les constructeurs européens, entre autres. Voilà où en est la situation actuelle. Enfin des deux côtés de l'Atlantique, puisqu'en Asie, le CHAdeMO n'a pas encore baissé les armes. Pas plus que la norme chinoise GBT, qui s'orienterait vers une version locale du CHAdeMO 3.0. Bref, ça bouge beaucoup et partout dans le monde. Mais est-ce vraiment une mauvaise chose ? Le chargeur NACS est léger, simple et économise énormément de ressources. Il est plus fiable et aussi performant que les autres systèmes. Voilà qui aurait dû lui assurer une adoption massive dans le monde. Enfin, si les constructeurs automobiles et les politiques agissaient uniquement en fonction de la technique. C'est la politique et les enjeux économiques qui empêchent tout le monde de se mettre d'accord une fois pour toutes. Mais finalement, c'est pas un mal. La concurrence du CCS a obligé Tesla à revoir sa copie pour faire un meilleur connecteur, et le CCS subit lui aussi cette pression maintenant. Avec l'augmentation des puissances de recharge, les nouvelles batteries et tous les progrès à venir en matière de voitures électriques, l'infrastructure de recharge risque de subir encore des mutations. Pourtant, pas d'inquiétude pour l'avenir pour les propriétaires de Tesla. Le constructeur a toujours réussi à garder ses autos compatibles avec les infrastructures de charge existantes. Ainsi, les adaptateurs et la capacité de Tesla à implémenter des changements dans le système informatique de ses autos promet de pouvoir charger même si les matériels évoluent. Et Ford vient d'acquérir cette capacité également. Quant aux autres, ils vont devoir s'adapter très vite s'ils veulent éviter de se faire décrocher encore un peu plus qu'ils ne le sont déjà. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.